Et t'avais déjà créé une boîte avant InfoClick, hein, c'est ça? C'est ça, c'était un moteur de recherche. Malheureusement, c'était pas Google, mais c'est une super première expérience qui s'est soldée malheureusement par une fin un peu difficile. Mais super première expérience. La boîte a pas survécu à la crise de 2002 qui était vraiment ravageuse. Si tu te souviens, en fait, peu de monde ont survécu à ce moment-là. Et nous, on n'a certainement pas survécu. On était au début de l'histoire. On avait un revenu purement publicitaire. Les rares qui ont survécu ont fait des cartons, généralement. En gros, c'est ça à peu près. Absolument. Tu vois, tout à fait. Tout à fait. Et ça a épuré. Bon, alors, en plus, on avait tort. On avait tort. L'histoire nous a pas donné raison. On va dire que c'était avant Google. C'était un moteur de recherche qu'on a créé avant que Google existe. En fait, c'est assez drôle de dire ça. Donc en 99. L'idée c'était de répertorier l'internet un peu comme le faisait Yahoo, mais sous la forme de questions et de réponses. Et donc on avait une grosse base de données avec des questions et puis des liens qui donnaient la réponse. Et on faisait des partenariats pour construire ces bases de données. Quelle est la capitale de la Chine? Voilà, et du coup on faisait un partenariat. Alors Wikipédia n'existait pas à l'époque, mais on aurait pu faire un partenariat avec Wikipédia pour répondre à toutes ces questions en fait de culture générale. Mais tu vois, trouver un coiffeur à Paris, tu vois, on faisait ça avec les pages jaunes. Et donc l'idée c'était qu'en fait on faisait un web plus accessible en comparant des questions d'internautes à des questions qu'on avait dans nos bases de données. Et le produit marchait bien, mais c'était un pur produit publicitaire. Et en 2002, si je me rappelle bien, je crois que le coût pour 1000, le CPM, a été divisé par 100 en 3 mois. On était peut-être à 100, je crois que c'était en francs à l'époque, c'est vraiment, j'ai passé pour un vieux ringard, mais 100 francs du CPM à 1 franc du CPM en l'espace de quelques mois. Donc, tu vois, pour 1000 résultats de recherche. Il n'y avait plus possibilité de gagner de l'argent et il n'y avait plus non plus possibilité de financer quoi que ce soit parce que les gens avaient déserté l'Internet en 2002 comme jamais avant. T'avais levé? J'avais levé un petit peu d'argent. C'était quand même pas évident à ce moment-là. Non, mais c'était très modeste. Hein. C'était assez. C'était autour de mon carnet d'adresse personnel en fait. Okay. Mon ancien patron chez L'Oréal, c'est des gens comme ça qui avaient mis de l'argent dans. Tu leur as fait perdre de l'argent, ça doit être dur. J'aurais fait perdre de l'argent, ouais. Bah oui, c'est dur. Ça fait partie du jeu. En fait, oui, c'est vrai, mais c'est dur. Ça reste dur quand même parce que c'est des gens. Tu vas voir les gens qui te font confiance et quelque part tu réussis pas. Donc c'est à titre personnel c'est dur. Après, comme tu le dis, on sait que c'est la règle du jeu maintenant. C'est hyper clair. En 2002, c'était moins clair. Oui, l'esprit start-up, l'esprit, tu vois, de investisseur, c'était pas aussi répandu que maintenant, où, tu vois, c'est devenu un peu un sujet mainstream. Tu fais bien de le préciser parce qu'en fait, c'est très clair pour les gens habitués. Mais pour tes amis, et tes parents et tes cousins, à un moment, tu vois, il pourrait, si tu l'expliques pas bien, le voir un peu comme un prêt, quoi. Non, c'est pas un prêt. C'est non, et puis, tu sais, le concept de start-up est né à ce moment-là. Ça n'existait pas la start-up avant. C'était des PME qu'on faisait. C'est un très bon faisceau quand tu investis dans une boîte. Si tu sais que la fondatrice, le fondateur a fait rentrer de l'argent de ses proches, oui. Ça veut dire que derrière il va tout faire pour pas le perdre. T'as un niveau de pression qui est encore plus fort. Parce que t'as mais d'une manière générale, t'as toujours cette pression de toute façon de quelque part pouvoir... T'as une pression qui est assez multiple quand c'est CEO. T'as une pression qui est celle de tes salariés. En fait, ta première mission. Et pour moi, le premier stress de l'entrepreneur, c'est le jour où tu te retrouves en début de mois sans savoir comment tu vas payer les gens à la fin du mois, ce qui m'est arrivé quelques fois dans ma carrière, quelquefois, heureusement pas trop souvent, mais ça c'est un stress qui est absolu et qui est destructeur parce que c'est un stress qui te freeze, tu vois, c'est un stress qui t'empêche de dormir, d'agir, de voir clair. Et ça, c'est hyper dur. Donc, tu peux pas être plus court-termiste parce qu'en fait, ta question, c'est comment je paye le 30 du mois. Et c'est horrible. En février-mars 2014, tu vois, donc ça fait assez longtemps. D'accord. Mais t'es passé par là aussi. Et je t'avoue que c'est vraiment les pires périodes de ma vie. Ah oui, pour moi, c'est le pire stress. Donc ça, c'est le truc dont tu veux sortir. Ça, c'est vraiment parce qu'en fait, il y a rien de positif à ce stress. Souvent, le stress va aussi avec, tu vois, un focus, avec des choses. Moi, ça motive. J'aime bien parfois être au pied du mur pour prendre une décision. J'ai parfois besoin de ça, tu vois, d'être dans la seringue et de sentir que il n'y a pas d'échappatoire, il faut bouger. Parfois, j'ai un peu besoin de ça, mais ça c'est pas un bon stress. Tu vois, ça, c'est un stress qui aide en rien et qui est en fait le cauchemar de l'entrepreneur. Donc, tu as cette pression de payer les salaires, tu as cette pression aussi de valoriser l'entreprise pour tes actionnaires.
t'as cette pression évidemment, elle est très importante de bien servir tes clients parce qu'en fait, c'est ta réputation en tant que boîte, en tant que personne. Donc, de bien servir tes clients et d'honorer tes engagements. Donc, t'as une forte pression, en fait, de tous tes stakeholders quand t'es dirigeant de startup avec laquelle il faut apprendre à vivre, en fait. Non, c'est clair. Et ça, donc tu vas voir ce petit moment difficile. En effet, tu as évoqué L'Oréal. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as fait des sauts de puce, finalement, pas mal, entrepreneuriat et corporate, enfin, employé, du coup, après SFR. En 2002, quand même, quand tu plantes Infoclick, c'est ça, ouais. Hein, tu vas chez SFR. C'est pas forcément simple de revendre une plantade, enfin un gros fail comme ça. Enfin, peut-être cliché ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'en France, à cette époque-là, on te voyait plutôt avec un gros L de loser sur la tête, non ? C'est pas du tout simple à l'époque. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Ça, c'est une très bonne chose que ça ait changé parce que, en fait, tu vois, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester sur Internet. Ouais. Donc, j'aurais pu retourner dans les cosmétiques, mais je sentais que c'était pas ma vie, quoi. Tu vois, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je voulais trouver un job dans l'Internet et malheureusement, en 2002, il y en avait plus. Il y avait plus rien. Tout s'était complètement asséché. Jamais, voilà. C'était un peu le constat que les gens avaient fait. Le truc avait été enterré. Et donc, il n'y avait plus de job. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, il faut que je trouve Donc, j'ai mis un peu de temps à retrouver, 6 mois. Et puis, j'ai vu plein de chasseurs. Et je me rappelle d'une conversation avec un chasseur à l'époque. Il me dit, votre CV, il est super, quoi. ESCP, L'Oréal pendant 3 ans, c'est top. Bon, après, il y a un parcours cassé, quoi. Là, les 2 dernières années, je sais pas comment vous voulez pas l'enlever de votre CV et dire que vous êtes au chômage, quoi. Service militaire, je sais pas, un truc. Incroyable. Donc, alors que c'est là que j'ai le plus appris, évidemment. Ouais. C'est là où je me suis le plus construit. Donc, c'était absolument absurde, mais c'était un peu la façon dont les gens raisonnaient encore dans ces années-là. Je pense que maintenant, vraiment, c'est plus le cas. Hein. Parce que c'est déstabilisant quand on te dit ça. Est-ce que du coup, tu t'arrives et tu t'écrases, tu dis, il doit avoir raison, il est chasseur de tête, donc finalement... Non, mais tu sais, au fond, que c'est des grosses conneries. Tu sais que... Donc oui, tu le vends, t'expliques, enfin, je t'explique comment ton expérience-là, elle t'a fait progresser et comment elle va faire en sorte que tu seras un meilleur manager ensuite dans tes prochaines expériences. Et heureusement, tout le monde réagit pas comme un chasseur de tête un peu formaté, tu vois, sur une lecture de CV. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est que en fait j'ai trouvé ensuite ce job. Donc à l'époque chez Vivendi, c'était chez Vis-à-vis, qui était le portail de Vivendi, qui se lançait un peu à contretemps, et qui était un des derniers endroits où les gens recrutaient. Et donc je suis rentré dans cette aventure qui a été ensuite poursuivie chez SFR, où j'ai passé 5 ans absolument géniaux, où j'étais plus entrepreneur, mais j'étais manager, et dans une aventure super avec plein de gens canons. C'était canon. J'ai super souvenir de cette période.